Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai sorti une vidéo relative aux moments sombres du football, des histoires méconnues, des histoires qui selon moi mériteraient d'avoir beaucoup plus de visibilité. C'est pour cela qu'avec plaisir je vous ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Évidemment, je me suis inspiré de certains créateurs de contenu qui le font très très bien concernant d'autres sujets. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Johan Cruyff kidnappé. Pour commencer, nous allons donc évoquer une histoire méconnue concernant Johan Cruyff. Le Hollandais volant, comme on l'appelait, il a révélé en 2008 qu'il avait déclaré forfait pour la Coupe du Monde 1978 pour des raisons, on va dire, assez sombres, puisque tout simplement on avait tenté de l'enlever quelques mois auparavant. En 1978, il avait invoqué le refus de cautionner la dictature argentine. D'ailleurs, c'est une petite histoire qu'on va vous évoquer un peu plus tard. Après 30 ans de mystère, aujourd'hui on connaît enfin la vérité sur le forfait de Johan Cruyff lors de la Coupe du Monde 1978. Quelques mois auparavant, il faut revenir à cette époque-là, à la fin de son contrat de 5 ans avec le Barça, il a échappé à une tentative d'enlèvement. En effet, à son domicile à Barcelone, il avait reçu la visite de personnages assez sombres. Johan Cruyff, il avait alors déclaré « J'ai eu un fusil pointé sur ma tête. J'ai été ligoté. Ma femme a aussi été ligotée. Et mes enfants étaient présents dans mon appartement. Il y a des moments où d'autres valeurs priment dans la vie par rapport au football. Pour jouer une Coupe du Monde, il faut être à 200%. » Le joueur n'a pas donné plus de précisions sur la façon dont la tentative d'enlèvement a avorté. Malgré les pétitions de supporters et l'intervention même de la reine Juliana à l'époque aux Pays-Bas, eh bien Cruyff mit un terme à sa carrière internationale en 1977. Donc pas de Coupe du Monde pour Johan Cruyff en 1978. Pourtant, Cruyff il avait largement contribué à la qualification des Pays-Bas pour le mondial. Mais il avait refusé de participer à cette compétition, remportée en finale par l'Argentine contre les Pays-Bas. Conspiration 58. La Coupe du Monde 1958, elle a couronné le Brésil du roi Pelé. En Suède, l'équipe de France atteignait pour la première fois le dernier carré de la compétition grâce à un certain Juste Fontaine, complètement historique, auteur de 13 buts, un record lors d'une seule phase finale de Coupe du Monde. Autant de souvenirs qui restent gravés dans les mémoires. Mais imaginez que cette Coupe du Monde, elle n'ait jamais eu lieu, que ce soit juste un gigantesque complot. Eh bien, tout aussi improbable soit-elle, cette théorie défendue par un documentaire un petit peu particulier qui s'appelle Conspiration 58 existe bel et bien. Il a été diffusé en 2002 par la télévision publique suédoise. Les auteurs de ce reportage qui est sorti en 2002, ils s'appuient quand même sur des documents d'archives et des enregistrements à la radio, ainsi que sur des documents satellites qui montrent parfaitement que la Suède en fait n'avait ni l'envie ni les moyens de construire des stades pour la compétition. Bon là vous me dites, mais qu'est-ce que tu nous racontes? La Coupe du Monde 58 n'a pas existé, et Pelé alors? Bon, les matchs selon eux ne seraient donc pas joués en Suède, mais quelque part aux États-Unis, avec des acteurs comme public, afin de prouver le pouvoir de la propagande télévisuelle. Bon, Pelé ce serait qu'un acteur, lui qui a marqué 6 buts. Bon, pour eux ce serait qu'un acteur. Le record d'ailleurs toujours en vigueur de Juste Fontaine avec 13 buts en phase finale de Coupe du Monde, ce serait qu'une illusion. Et bien un historien suédois, il s'appuierait sur des preuves irréfutables collectées après près de 40 ans de travail avec des ombres qui ne seraient pas cohérentes, des buildings en fond qu'on ne trouve pas en Suède, mais plutôt à Los Angeles. Il faut savoir que c'était la première Coupe du Monde qui était télévisée. Bon, rassurez-vous, le reportage il est connu pour être l'un des plus grands mensonges autour du football. Le réalisateur, il avait reçu des centaines de lettres de fans de foot qui avaient assisté à la compétition en Suède. Bon, l'objectif du film, c'est pas de raconter l'histoire de cette fausse théorie du complot, mais plutôt de montrer aux téléspectateurs les dangers du complotisme. Bon, le réalisateur, il a expliqué dans une interview en 2004 le but de son œuvre.
le film était faux. Il était inspiré en partie d'un documentaire sur la négation de l'Holocauste. Eh bien, le réalisateur de ce documentaire, il voyait son œuvre comme une satire pour inciter les gens à se questionner sur ce qu'ils voyaient à la télévision. Il conclut: ne croyez pas tout ce que vous voyez. Bon, l'histoire est un petit peu folle, mais Conspiration 58 était un véritable documentaire avec de véritables acteurs qui ont fait croire pendant 2 ans qu'ils étaient sérieux. Ils ont vraiment fait croire à tout le monde qu'il y avait une véritable conspiration, une théorie selon laquelle la Coupe du Monde 58 n'était qu'une illusion. Bon, finalement, on s'est vite rendu compte que ce documentaire était un complot. Carlos Kaiser. Alors cette histoire, elle est fantastique. C'est un Brésilien, il s'appelle Carlos Henrique Raposo. Bon, on va dire qu'il s'appelle Kaiser puisque c'est son surnom, on l'appelle Carlos Kaiser. Bon, il tient son surnom de sa ressemblance physique avec Beckenbauer, donc cheveux longs, etc. Donc on va le surnommer Kaiser, célèbre footballeur allemand évidemment, Beckenbauer. Au cours de la carrière de donc Carlos Kaiser, qui débute en 1979, il va intégrer les plus grands clubs de foot brésiliens, Flamengo, Fluminense, mais il va même jouer en France. Il va jouer au Gazélec Ajaccio. Bon, je sais pas comment il va faire pour arriver en France, mais il va bien jouer à Ajaccio, en Corse. Assez dingue, en 86. Donc là, vous vous dites, ok, et alors ? On s'en fout. Mais il y a un problème. Il a jamais joué un match dans sa vie, en fait. Ouais, c'est pas une vanne. Comment il faisait ? Bah, je sais pas, hein. Il signait dans un club, et ensuite il trouvait des excuses pour ne pas participer aux entraînements, éviter les matchs, et il payait des joueurs, des équipes de jeunes, pour qu'ils le blessent. C'est complètement fou, mais c'est vrai. Il disait que sa grand-mère était morte à plusieurs reprises, il trouvait plein d'excuses pour éviter d'aller à l'entraînement, jouer des matchs. Mais l'excuse la plus célèbre, c'est lorsqu'après avoir reçu l'ordre de s'échauffer pour entrer en jeu, donc il était sur le banc, le coach, un classique, lui dit vas-y tu vas rentrer en jeu. Qu'est-ce qu'il fait pour éviter ça ? Bah, il saute par-dessus la clôture entre le banc et les tribunes, et il va se battre avec les supporters. C'est absolument dingue. Évidemment, il se fait expulser avant d'entrer en jeu en tant que remplaçant, mais donc il joue pas. Alors le mec était trop fort. Là vous allez me dire ok, mais pourquoi d'autres clubs ensuite le recrutaient ? Bah franchement c'est inexplicable, car lui-même en fait il expliquait qu'en parlant avec les présidents qu'il a eu, bah il savait pas, il réussissait à les convaincre de le signer et ça marchait. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est revenu sur sa vie, qui est sorti en 2018, où il explique pourquoi il est ça, et lui il dit quoi ? Les clubs arnaquaient tellement de gens que quelqu'un devait les tromper. Ils ne pouvaient pas me virer. Toutes les équipes que j'ai rejointes ont célébré 2 fois, quand j'ai signé et quand je suis parti. Dionisio Farid Rodriguez. Dans une histoire assez difficile à croire, je vais vous parler de Dionisio Farid Rodriguez. Bon, c'est un footballeur mexicain qui jouait à la Juventus. Bon, pas totalement, hein. Vous allez comprendre. Ce mec-là, en fait, Rodriguez, on va l'appeler, faisait croire qu'il jouait à la Juve. Enfin, cette histoire, elle est dingue, mais elle est réelle. Vous allez comprendre. Bon, Rodriguez, il disait qu'il avait été formé dans des clubs mexicains, comme les Pumas par exemple, un club très connu au Mexique, et que maintenant en gros il jouait à la Juventus chez les U20. Il donnait des interviews au Mexique pour différents médias locaux, des journaux, bref, il faisait vraiment le tour des médias. Principal problème, il est survenu lorsque Rodriguez, il avait utilisé son mensonge pour gagner de l'argent. Ouais, pour gagner de l'argent. Il sponsorisait des écoles de foot, signait des autographes, et même inaugurer des terrains de football. Et tout cela, en fait, il le faisait payer. Donc il se faisait de l'argent sur son mensonge. Bon, on va dire qu'il a quand même réussi son coup, hein, à un point que tout le monde le croyait. T'avais même ESPN, médias super connus, surtout en Amérique du Sud, en Amérique centrale, bien qui voulaient l'interviewer. Donc ils ont essayé de le contacter, sans succès évidemment. Il allait pas répondre, alors qu'il pouvait même pas prouver que c'était un joueur véritablement de la Juve. Il faisait des montages sur Photoshop, il mettait sa tête avec un maillot de la Juve. Bon, c'est tout simple, hein, il allait sur l'Instagram de certains jeunes de la Juve et il mettait tout simplement sa photo à leur place. Et ça passait crème. Tout le monde y croyait, il donnait des interviews à des journaux locaux, comme je vous l'ai dit, et là-bas, on le présentait comme une idole, hein, parce que ça vient d'un petit village, évidemment c'est compliqué de percer, et là, pour une fois, on a quelqu'un qui perce, et surtout dans un gros club européen.
Bon, il est quand même allé super loin dans le mensonge. Finalement, à un moment donné, au bout d'un certain temps, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quand même anguille sous roche. Bon, il a fallu attendre quand même 1 an et demi avant que tout le monde se rende compte de la supercherie. Bon, vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Eh bien, il est devenu coach d'une équipe féminine au Mexique, une équipe en première division. C'est quand même assez dingue comme reconversion après d'être passé d'un faux joueur de la Juventus à un coach d'une équipe féminine. Santos Laguna contre Monarcas Morelia. On arrive maintenant sur une histoire qui se déroule donc à Torreón, donc c'est au Mexique. Vent de panique pendant un match de première division mexicaine entre le Santos Laguna et les Monarcas Morelia. Donc je vous mets à l'image ce qui va se passer. Como regularmente se entrena, ¿no? Ya, me parece que algo Centro al área, va buscando la pelota, Zavala bajó para Rafa y fuera de lugar, indica el árbitro auxiliar número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor, sí, señor. El entrenamiento sí. Hay, se escucharon algunas detonaciones, sí, señor. Así es. Algo ocurre. Cuidado, calma, Juan Carlos. 40e minute du match, des coups de feu donc sont entendus en dehors du stade, ils sont échangés entre différentes personnes, mais assez près quand même pour que tout le monde dans le stade pense que ça se déroule tout simplement dans les gradins. Donc là t'as les joueurs, les arbitres, tout le monde se dépêche vite de rentrer dans les vestiaires, vent de panique dans le public qui essaye évidemment de se protéger des balles perdues dans les gradins. Bref, tout le monde pense que les coups de feu ont lieu dans les tribunes et évidemment ça crée de la panique. Finalement, le président du club de Laguna, Alejandro Iraragorri, il va intervenir sur le terrain, il va prendre le micro à la main. Les coups de feu n'avaient pas lieu en tribune, fort heureusement, mais à l'extérieur du stade. Bon, le match a été immédiatement arrêté car les autorités à l'intérieur du stade ne connaissaient pas l'origine des coups de feu. Et évidemment, si les joueurs et la foule pouvaient être gardés en sécurité, personne n'était au courant. Ça a créé un gros mouvement de foule, de panique, mais heureusement, l'incident ne s'est pas produit à l'intérieur du stade, bien qu'un policier ait été blessé dans la fusillade à l'extérieur du stade. Donc beaucoup plus de peur que de mal dans cette histoire. Chili contre URSS 1973. Alors pour cette histoire, je vais commencer par une citation, elle est de Carlos Caselli, donc c'est l'attaquant de la sélection chilienne de ce fameux match du 21 novembre 73 entre le Chili et l'URSS. Il va dire: ça a été le match de football le plus grotesque qu'il m'a été donné de vivre, un vrai théâtre de l'absurde. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est encore passé pour que tu nous parles encore de ce match? Bon, faut se remettre dans le contexte historique. T'as l'URSS, le Chili qui doivent s'affronter pour se qualifier à la Coupe du Monde 1974. Faut savoir que le 11 septembre 1973, t'as un coup d'état au Chili qui est effectué par le général Pinochet pour mettre fin au régime de Salvador Allende, donc c'était l'ancien président du Chili qui était assez proche de l'URSS. C'est important de revenir sur ce contexte historique pour comprendre la suite. Bon, 15 jours après ce coup d'état, t'as le Chili qui débarque à Moscou, il joue contre l'URSS, le match se termine par un 0-0 bien pourri, mais qui reste favorable au Chili puisqu'ils vont jouer le match retour à Santiago, donc tout est positif pour les Chiliens. Mais problème, Pinochet qui venait tout juste de faire son coup d'état, il avait réquisitionné le stade pour torturer et exécuter des opposants politiques. Pourquoi prendre un stade? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place dans les prisons. Bon, logique, t'es joueur de l'URSS, tu te dis, bon, c'est un petit peu dangereux d'aller jouer là-bas, t'as la fédération soviétique qui va communiquer à la FIFA qu'elle veut jouer le retour dans un terrain neutre, on va dire un autre pays. Bon, quelques jours avant le match, la FIFA, ils se disent, on va envoyer 2 émissaires au Chili pour vérifier si c'est vrai. Ils arrivent, le stade, ils contrôlent les conditions de préparation d'événements, tout est parfait. Il n'y a plus personne dans le stade, tout est en ordre. Pinochet, il est pas con, il a fait nettoyer le stade et tout le bordel avant. Donc le pire, c'est que la FIFA va considérer que c'est bon, que le match va se jouer à Santiago, dans le stade là. Et voilà quoi, ils ont vu que du feu de cette situation là.
Bon, malgré ça, l'URSS, ils se disent « Ouais, non, on n'a pas envie d'y aller, on sait jamais ce qui peut arriver. En plus, on a des valeurs morales, humaines. » Bref, un discours, on va dire, assez logique. Bon, finalement, le match, il est quand même organisé. T'as le Chili qui se présente, mais pas l'URSS. Le pire, c'est qu'un coup d'envoi va être donné et que le Chili va même marquer un but, alors qu'il n'y a personne sur la pelouse, à part les Chiliens. Bon, c'est vraiment dingue, mais quelques minutes après, t'as la FIFA qui va officiellement enregistrer le forfait de l'URSS et le Chili va bien jouer la Coupe du Monde. Ali Dia. Il n'a fallu que 53 minutes pour qu'Ali Dia marque l'histoire du foot anglais. Bon, là, vous allez me dire, lui, il est bouillant. Comment ça se fait qu'il marque aussi rapidement? Il a dû marquer un quadruplé, un quintuplé, je sais pas quoi. Alors non, on va revenir à la date qui nous intéresse, le 23 novembre 96. Ce jour-là, Ali Dia va participer à un match de Première Ligue avec Southampton au terme d'un improbable concours de circonstances. Parce que ouais, ce mec, c'est pas un footballeur professionnel, hein. Il a 31 ans, il est en train de réaliser une des plus grandes impostures de l'histoire du sport. Je vais vous expliquer. Donc dans la rencontre opposant Southampton à Leeds, donc Ali Dia, il va entrer en jeu à la 32e minute à la place de Matt Letizier, qui est blessé. Bon, il semble un petit peu perdu sur le terrain, au point de se faire remplacer à son tour dans le même match. C'est assez dingue, mais il va même pas finir le match. Donc là, on se dit, ouais, c'est bizarre. Mais en plus de cela, la performance, elle va être jugée par la presse comme comique. Bon, rien d'étonnant, puisque 2 semaines plus tôt, il jouait au fin fond des ligues amateurs au Sénégal. Bon, vous allez me dire, ok, mais comment il a fait pour jouer en Première Ligue? Bon, il faut revenir quelques jours avant son unique apparition en pro. Bon, Ali Dia, il signe un contrat d'1 mois, rémunéré à 4600 €, donc c'était 4000 livres. Donc avec Southampton, tout simplement parce que le coach de Southampton, il avait reçu un coup de fil d'un certain George Weah. On va dire, George Weah, tu reçois son appel, tu l'écoutes. Bah, c'est ce qu'il va faire, il va l'écouter. Ouais, mais en fait, c'est pas George Weah qui est au téléphone, mais c'est un mec qui se fait passer pour lui. Et il lui dit, ouais, allez, signe Ali Dia, il est chaud. Bon, le coach, il croit que c'est George Weah au téléphone, il va l'écouter et il va le signer. Le plus dingue, c'est que le canular, il va fonctionner à merveille. Et il va même pas demander de voir le joueur à l'œuvre. C'est complètement fou, mais ça fonctionne. Le pire, c'est que devant les médias, le coach de Southampton, il dit bon, il a joué au PSG avec George Weah, l'année dernière, il jouait en 2e division allemande, vous inquiétez pas, il est chaud. Bon, évidemment, hein, c'était des conneries, mais c'est passé crème. Bon, l'escroquerie, elle va quand même toucher son terme 2 semaines plus tard, avec une résiliation à l'amiable, quand même. Il va pas nous la mettre jusqu'au bout. Bon, le Sénégalais a profité de sa brève renommée pour finir sa carrière de footballeur dans les ligues amateurs anglaises. Et 20 ans après, t'as un journal anglais qui a retrouvé sa trace dans la banlieue de Londres. Maintenant, il est devenu diplômé d'une maîtrise en administration des affaires. Il a même travaillé au Qatar avant de revenir en Angleterre. Bon, le joueur, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes un charlatan? Bon, il a dit non, je suis pas un charlatan, j'ai bien joué au PSG à la fin des années 80. Bon, pourtant, le PSG a aucune trace de lui. C'est quand même bizarre. Hein. Friday morning, and he trained with us, and he played in the five-a-side, and to be honest, it didn't look very good. And we thought, well, it's fair enough. People, trialists come and go, and I just thought this was going to be the same thing. This guy, we'll never see him again. He wasn't particularly good. We turn up for the game the next day, we're playing against Leeds, and he's on the subs bench. He's named on the bench, and that's like, that's a bit strange. Didn't look that good yesterday. He ran around the pitch like Bambi on ice. It was very, very embarrassing to watch. And just after half time, Graham Souness actually had to take him off again because he was that bad. I have no idea if he was George Weah's cousin or not. I don't think he was. Moacir Barbosa. Allez, on repart en 1950. Moacir Barbosa, c'est qui? Bien, c'est gardien de but de la Seleção en 1950. Ça nous rajeunit pas. La Coupe du Monde qui se déroulait d'ailleurs au Brésil. Donc le 16 juillet 1950, t'as la finale.
le Brésil qui accueille l'Uruguay au fameux stade Maracanã pour le dernier match de la Coupe du Monde. Bon, ça se déroule via des phases de poule, et le Brésil avait gagné facilement ses 2 premiers matchs, et pour être champion du monde, il suffisait de faire un match nul grâce à la différence de but. Bon, on est sur les dernières minutes du match, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le gardien brésilien encaisse un but, ce qui, évidemment, vous l'avez compris, va permettre à l'Uruguay de devenir champion du monde au Brésil. Bon, et là, c'est le drame, au Brésil, c'est vécu comme un drame, et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le Maracanazo. Bon, évidemment, il fallait trouver un responsable, et celui qui devient le responsable de ce drame, c'est Moacir Barbosa. Bon, il avait été élu quand même meilleur gardien de la compétition. Le gardien, il a bien tenté de se racheter en voulant participer à la Coupe du Monde suivante, 4 ans après, et juste avant il se casse la jambe, et il loupe la compète. Bon, 1963, il va quand même récupérer les poteaux du stade Maracanã, et il va les brûler. Pourquoi ? Parce qu'il considère que pour exorciser son malheur, il faut le faire. Mais de ce malheur, il va jamais s'en débarrasser, puisque dès lors qu'il commence à parler de football, eh bien, tout le monde lui parle de ce fameux jour du 16 juillet 1950. À chaque fois, on lui dit « T'étais dans les buts, c'est à cause de toi qu'on a perdu. » Bref, c'est ce qui s'est passé. Et il avait même dit une fois que il se promenait dans un magasin et il y avait une dame qui avait dit à son fils « Regarde le fils, c'est l'homme qui a fait pleurer tout le Brésil. » Bon, vous l'avez compris, il a une image cataclysmique au Brésil. On lui refuse même de commenter un match de la Seleção. Il refuse... il veut rentrer pour voir les joueurs au centre d'entraînement d'équipe nationale. On lui dit non, tu rentres pas. Bon, le mec était vraiment détesté. On dit qu'il avait le malheur avec lui. Bref, c'était compliqué. Bon, en plus de cela, il avait dit lors d'une interview très intéressante, au Brésil, la peine maximale pour un crime elle est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que j'ai même pas commis. Bon, il y a aussi le facteur qui fait qu'il aurait été responsable de ce drame, c'est le racisme. Au Brésil, à l'époque, il y avait une haine de la personne noire. D'ailleurs, à l'époque, le football, c'était un sport de blanc. Et ça, Barbosa, il l'oublie pas. D'ailleurs, vous vous rappelez de Dida ? Vous vous rappelez le gardien, là, dans les années 2000, du Brésil ? Eh bien, c'est le premier à avoir voulu réhabiliter Barbosa. Il avait expliqué qu'il était temps de briser le tabou qui durait depuis plus de 50 ans, que Barbosa avait fait de grandes choses pour le football brésilien, et que ce match n'avait rien changé. C'était quelque chose de terrible de lui avoir mis sur le dos toute cette défaite et que c'était vraiment dramatique pour lui. Bon, il a quand même apporté du soutien à Barbosa, il en avait besoin. Bon, ça a été quand même un immense gardien d'équipe du Brésil. Meilleur gardien de la Coupe du Monde 1950. Mais bon, ça ne servit à rien dans l'histoire de cet homme, parce que le Brésil, ce qu'ils ont retenu, c'est que Moacir Barbosa, c'était le coupable idéal. Le massacre de Los Maniceros. Bon, alors cette histoire, curieusement, elle est référencée dans un jeu vidéo, Red Dead Redemption 2, donc ce qui démontre quand même qu'elle a quand même plutôt pas mal marqué la culture en Amérique du Sud. Bon, allez, retour en octobre 2009, on est dans le village vénézuélien de Chururu, à 50 km de San Cristobal, ville située à la frontière avec la Colombie. Bon, t'as une équipe de Colombie, de vendeurs ambulants, qui sont appelés Los Maniceros. Ils jouaient contre une équipe vénézuélienne. C'est des équipes amateurs, classiques, rien de bien choquant, comme on en voit tous les week-ends. Sauf que là, ça va pas se passer de manière normale, vous l'avez compris. Puisque peu après le début de la partie, t'as 25 mecs armés jusqu'aux dents qui vont interrompre le jeu. Les hommes armés, ils possédaient alors une liste de noms. Ils appelaient les joueurs colombiens vers une destination inconnue. Allez, rentrez tous dans l'espèce de camion. Donc ils sont rentrés, évidemment. Et ensuite, ils ont disparu. Pendant plus de 10 jours, plus de nouvelles. Bon, 15 jours après, la nouvelle, elle va tomber. Et les corps ont été retrouvés à différents endroits proches de la frontière colombienne. Et les joueurs, ils ont tous été abattus. Là, il n'y a aucune justification. On ne sait pas pourquoi ils sont morts, mais ils ont été abattus de sang-froid. Vous allez me demander, qui a fait ça ? Sachez qu'on n'a jamais su. Les hypothèses nous guidaient vers 2 pistes. Une qui accusait des groupes paramilitaires colombiens qui avaient tenté d'enlever les joueurs afin d'obtenir une rançon. Mais bon, ça aurait mal tourné, puisqu'ils sont tous morts.
Et l'autre piste, c'est qu'un groupe paramilitaire vénézuélien ait décidé de tuer les joueurs car ils pensaient qu'ils faisaient partie d'un groupe paramilitaire colombien, tout simplement. Bref, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur cette histoire, mais ça reste une histoire dramatique qui est allée assez loin, puisqu'à l'époque, ça avait créé une véritable crise politique entre Hugo Chavez, dirigeant du Venezuela à l'époque, et les dirigeants colombiens. Argentine-Pérou 1978, l'opération Condor. Allez, on retourne dans les années 70. 1970, Coupe du Monde en Argentine à domicile. Donc l'Argentine va affronter l'équipe sensation de la compète, le Pérou. Bon, l'Albiceleste a alors besoin de gagner avec 4 buts d'écart pour se qualifier en finale. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont gagner 6-0. Voilà, c'est un résultat surprenant qui va s'expliquer par diverses raisons. On va se dire, bon, les Péruviens, ils ont eu peur. Ils n'étaient pas tout simplement dans un bon jour. Mais il existe aussi une autre version qui pourrait expliquer le résultat. Bon, juste avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il faut revenir quand même sur le contexte historique. 2 ans avant la Coupe du Monde, tu as le général Jorge Rafael Videla qui va provoquer un coup d'État en Argentine. Et pour montrer sa domination au monde, il va tout faire pour que l'Argentine, lors de la Coupe du Monde, bien que ça se passe bien, quoi. Il faut montrer une bonne image. Et là, on va parler de l'opération Condor. C'est quoi cette opération ? Eh bien, c'est simple. Le dictateur argentin, il va conclure un pacte avec le dictateur du Pérou, Francisco Morales Bermúdez. Bon, le pacte, il est simple. Je te livre des navires pleins de blé, je te rends quelques hommes politiques qu'on a emprisonnés en Argentine, mais en échange, l'Argentine gagne contre le Pérou largement lors de la Coupe du Monde. Ok ? Bon, avant le match, t'as les joueurs péruviens qui vont recevoir la visite inattendue, bizarre, de Videla, donc le dirigeant argentin, et t'auras aussi Henry Kissinger, secrétaire d'État des États-Unis, qui vont donc entrer dans le vestiaire pour voir les joueurs du Pérou. Bon, le général, il aurait quand même dit des choses assez étonnantes, du genre, plateau au plumeau. Bon, c'est ce qu'il aurait dit en tout cas, selon les témoignages de l'époque. Et c'est même pas une blague. S'en est suivi d'un match donc avec de nombreuses erreurs défensives assez étonnantes, quelque chose de plutôt inhabituel, tant cette équipe péruvienne était plutôt bonne, et 6-0, 6 buts quand même, c'est quand même énorme. D'ailleurs, l'Argentine va gagner ensuite la première Coupe du Monde de son histoire face aux Pays-Bas sans Johan Cruyff, comme je vous ai évoqué tout à l'heure au début de la vidéo. Bon, il y a une multitude de théories qui entourent ce fameux Argentine-Pérou. Il y a des journalistes qui ont enquêté il y a encore pas très longtemps. C'est quand même un cas d'école de l'ingérence politique dans le football. Mais bon, c'est assez classique aujourd'hui. On l'a vu également avec Mussolini, avec la Coupe du Monde en 1934, etc. etc. Mais bon, il n'y a pas de preuves. Et le silence des principaux acteurs ne permettent pas d'être sûr sur la fameuse théorie selon laquelle Jorge Videla aurait menacé les Péruviens. Mais en tout cas, 6-0, corruption, simple coïncidence, on ne saura jamais. Béla Gutmann. Bon, c'est qui ce Béla Gutmann ? Alors, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions avec Benfica en 61-62, comme entraîneur. Bon, vous allez me demander, ok, mais pourquoi tu nous parles de lui ? Bah, c'est simple. Quand il s'est fait virer, il a juré que Benfica ne gagnerait plus de Coupe d'Europe pendant 100 ans. Et devinez quoi ? Bah, Benfica, ils ont toujours pas gagné depuis. Bon, vous allez me dire, bon, c'est juste parce que Benfica n'allait pas loin en compétition européenne. Bon, allez, c'est un hasard, quoi. Bah non, bah Benfica a perdu 8 finales. Ouais, 8 finales, Tu peux payer 6 cartes. Tu peux les payer 6 cartes. Et pas 15, non. Bon allez, courage aux supporters du Benfica, il reste encore une trentaine d'années à souffrir et à attendre pour être enfin libre de cette fameuse malédiction qui fait quand même beaucoup parler d'elle dans les groupes de supporters du Benfica. Grégoire Axelrod. Bonsoir à tous, on commence avec un garçon qui mérite le ballon d'or de la mythomanie ou celui de l'audace. Craig Axelrod était prêt à tout. Gregory Axelrod et il me spécial. Bon, c'est l'instant cocorico de la vidéo, puisqu'on va parler d'un Français qui s'appelle Grégoire Axelrod. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Il nous a foutu la honte, etc., etc.
Eh bien, rien de bien choquant au début. C'est un mec qui va parcourir le monde, il va faire des essais dans plein de clubs professionnels de football. Il a failli signer un contrat en 2009 au CSKA Sofia. Bon, rien de trop anormal pour l'instant. Mais la question, c'est comment il a fait en fait ? Bah tout simplement, il va créer un faux site internet, un Skyblog. Il va envoyer des CV un petit peu partout en Europe. Il faisait croire qu'il faisait la une de l'équipe. Plein de montages. Il a acheté un maillot du PSG par exemple à la boutique avec son nom floqué, classique, mais il faisait croire qu'il était joueur du PSG, alors qu'en réalité il faisait bien partie du PSG mais en équipe 5. En gros, il avait un niveau très très bas, c'était même pas au niveau on va dire départemental, c'était vraiment des joueurs du dimanche. Et le pire c'est que ça a marché. Les essais se passaient mal, car évidemment il n'était pas super beau, mais au fur et à mesure il s'améliorait. Vous vous rappelez que je vous ai parlé du CSKA Sofia au début. Bah, les tests qu'il a fait là-bas, ils se sont bien passés. Il allait même signer un contrat. Ne dites pas comment il a réussi les essais, mais il a réussi. Bon, je pense qu'il s'est quand même plutôt pas mal amélioré au fur et à mesure, mais il a même posé avec le maillot comme s'il avait signé au CSKA. Et cette fois-ci, c'était pas une... Alors, il a presque réussi à se faire recruter par le CSKA Sofia l'été dernier, après avoir soigné son faux CV, s'inventant notamment un passage au PSG, le tout parfaitement mis en scène sur son site internet. Juste avant de signer, t'as un supporter du club qui va le dénoncer. On va se dire, mais les gars, il a jamais joué dans sa vie, il vous a menti, personne ne le connaît au PSG, puisqu'en fait il s'était promené sur des forums du Paris Saint-Germain, des forums de fans. Et, il était inconnu ce mec, ce Axelrod. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Eh bien, au tout dernier moment, alors qu'il avait un contrat à 15 000 € par mois à signer, eh bien, il se fait griller, c'est une fraude. Eh oui, il a eu chaud, il aurait pu devenir, on va dire quand même plutôt riche, il aurait pu réussir son coup, mais non. D'ailleurs, il a écrit un livre où il explique qu'au départ, il était vachement nul au football, il était vraiment bidon, mais qu'il s'était amélioré, qu'il s'était entraîné, et en plus, vous n'allez pas le croire, mais il a quand même joué professionnel au Canada. Et en plus, il est devenu agent de joueur par la suite. Bon, vous allez me dire, il est devenu agent de joueur, bon, que des petits joueurs. Bah non. Il a quand même été l'agent de Chouameni, c'est quand même pas n'importe quoi. Et maintenant, il fait quoi ? Ben, il bosse avec des clubs saoudiens comme El Ahly, on le voit par exemple avec Firmino, il organise un petit peu les sorties des joueurs, les matchs amicaux, bref, il fait quand même pas mal de choses. Quand même une évolution de sa carrière complètement dingue. Une trajectoire d'un faux joueur de football à agent et ensuite organisateur de matchs à El Ahly en Arabie Saoudite. Justin Fashanu. À la fin des années 70, tout semble sourire à ce Justin Fashanu. Bon, c'est qui ce mec ? Bah, c'est un jeune joueur de Norwich qui a devant lui une carrière prometteuse. Il marque un but légendaire contre Liverpool en 79. D'ailleurs, ça lui vaut le titre de but de la saison décerné par la BBC à l'époque. Et ensuite, il va être transféré à 1 million de livres vers le club de Nottingham Forest. Vous allez me dire 1 million de livres c'est rien, mais à l'époque c'était beaucoup. Et Nottingham Forest, c'est un gagnant de Ligue des Champions. Faut pas l'oublier, selon le contexte. Donc ça fait de lui le premier joueur noir britannique dont le transfert atteint une telle somme. Sa carrière, c'est pas n'importe quoi, hein, pas dégueulasse. 133 buts en 365 matchs. C'est même plutôt pas mal. Mais le plus important, c'est que Justin Fashanu, ça a été le premier footballeur professionnel en activité à révéler son homosexualité en 1990. Et il a eu un destin tragique. Pourquoi, comment ? On va vous expliquer cela. Bon, alors qu'il souffre déjà d'insultes racistes dans les stades, on lui balance des bananes, bref, un bordel. Il décide de révéler son homosexualité. Là, dans les stades, hein, c'est encore plus dangereux pour lui, ça va devenir de plus en plus difficile, plus de pression parce qu'en plus, il vient de sortir d'un transfert très cher. Même son coach de l'époque, il l'appelait la petite tapette. C'est vraiment dire, le contexte de l'époque était vraiment compliqué autour de lui. À partir de là, l'ambiance, évidemment, elle est compliquée, ses performances vont en pâtir, et il va décider de quitter l'Angleterre. Il va avoir des démêlés avec la justice, puisqu'il sera même accusé d'avoir agressé sexuellement un jeune de 17 ans. Bon, on va dire quand même que l'histoire est folle. Alors que l'enquête, elle piétine, faute de preuves, bah le joueur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se pendre. Il va se pendre avant de recevoir une notification d'arrêt des poursuites. Évidemment, il n'y avait pas de preuves,
Et la victime, en tout cas la supposée victime, avait retiré sa plainte. Mais c'était trop tard. Il s'était pendu. Il laissera une lettre où il expliquera donc qu'il avait agressé personne et excusait évidemment tous les gens qui l'avaient insulté. En 2020, Justin Fashanu est intégré à l'English Football Hall of Fame qui regroupe donc toutes les grandes personnalités du football anglais. Basanga Benachadi. Bon allez, direction l'Afrique, cette fois-ci direction la République démocratique du Congo, lorsque l'une des plus étranges tragédies de l'histoire du ballon va se produire. On est le 27 juillet 1998, t'as deux équipes amateurs qui vont s'affronter. T'as l'équipe de Basanga et t'as l'équipe de Benachadi. Donc rien d'anormal jusqu'à pour l'instant quoi. Sauf que la foudre va tomber. La foudre elle va tomber sur le terrain. Et elle va tuer 11 joueurs. Évidemment, 11 joueurs c'est un drame. Il y a des morts. Mais les 11 joueurs qui meurent, c'est les 11 joueurs de la même équipe. L'équipe de Benachadi. Les joueurs de Basanga vont s'en sortir indemnes. C'est un drame total, évidemment. Mais ce qui est troublant, c'est que ce sont les joueurs de la même équipe qui meurent. Et en même temps, le premier réflexe qu'ont les supporters de Benachadi, c'est quoi ? Effectivement, ils vont accuser les adversaires d'avoir pratiqué de la magie noire. Les enquêteurs ils vont se retrouver alors face à une multitude de supporters de l'équipe visiteuse qui sont tous persuadés d'avoir été témoins directs de la magie noire provoquée par leur adversaire. Bon, après avoir été mis sur la piste de la sorcellerie par tout le monde, on va dire, les autorités ils vont réfléchir. Et ils vont trouver une coïncidence assez étrange chez les joueurs foudroyés. C'est les crampons. Ouais, les crampons. Donc il est tout à fait probable que les joueurs foudroyés aient porté des crampons en métal. Alors que l'équipe à domicile, elle, ils portaient tous des crampons moulés. Bon, sauf que cette histoire, on ne sait pas si elle est réelle. Évidemment, tu as eu des exemples où la foudre a tapé le terrain, on voit des joueurs tomber, ça a vraiment existé. Mais cette histoire que je viens à peine de vous raconter, elle sort d'un journal qui s'appelle L'Avenir. Mais aucun autre journal ne l'a évoqué. Une autre explication qui met en avant donc ce phénomène, dément un petit peu la faisabilité de tout cela. C'est physiquement impossible de mourir en fait lorsque le corps est touché de bas en haut par le tonnerre. Puisque le tonnerre il va toucher le sol, donc le terrain, et ensuite monter vers les joueurs. Et donc physiquement, cela c'est impossible. Donc je sais pas si cette histoire elle est vraie. En tout cas, je sais que ça a déjà existé, que des joueurs tombent suite au coup de la foudre, mais qu'il n'y ait que des blessures et non des morts. Bon, cette histoire, elle existe parce qu'on l'a fait exister, elle a été largement relayée, mais on ne sait pas si elle a véritablement été réelle ou pas. J'estimais qu'il fallait quand même en parler, parce que c'est quand même une histoire, si elle est réelle, qui est complètement dingue. Même s'il y a des doutes, évidemment, sur la véracité. Andrés Escobar. Andrés Escobar, alors c'est un nom qui est énormément connu, Escobar, mais c'est pas Pablo, on va pas parler de Pablo là, on va parler d'Andrés, c'est quelqu'un d'autre, c'est un ancien joueur de foot. Bon, on va revenir dans les années 90. 1994, la Colombie affronte les États-Unis lors du deuxième match du groupe A de la Coupe du Monde américaine. Donc ça se passe aux États-Unis, sélection colombienne considérée comme un outsider du tournoi. Malgré ça, le début de la compète, il est pas bon pour la Colombie. Ils doivent déjà, dès le second match, absolument gagner pour rester en vie dans la compète. Bon, personne en Colombie n'imagine d'autre issue que la victoire. En plus, on va être quand même assez honnête, les États-Unis à l'époque, c'est pas un foudre de guerre, tout le monde est plutôt confiant au pays, on se dit ça va être tranquille. Et pourtant, à la 34e minute de la partie, t'as le défenseur central, donc Andrés Escobar, qui va tenter un tacle. Complètement maladroit évidemment, il va dévier le ballon dans ses propres filets, et sans le savoir, ça va entraîner beaucoup de choses. Il devait signer au Milan AC, non, ça va pas se passer comme ça, puisque le but qu'il a marqué contre son camp, ça va signer son arrêt de mort. Bon, vous allez me dire, c'est qu'un jeu de mots, c'est pas vrai. Eh bien si, les Américains, ils vont mettre en plus un second but, et les Colombiens vont marquer un but à la fin du match, mais ça va rien changer. Donc après 2 matchs, la Colombie est déjà éliminée. Évidemment, vous connaissez l'Amérique du Sud, c'est la honte. Les joueurs de foot, ils reviennent au pays, mais tout le monde est dégoûté de les voir. 10 jours après leur retour au pays,
T'as Escobar qui va en boîte de nuit tranquille avec sa copine, ses amis. Il essaie de décompresser après de ce qui s'est passé. C'était compliqué, hein. Tu te fais éliminer après 2 matchs en Coupe du Monde. Tu l'as mauvaise quand même. La soirée elle se termine. Il décide de rentrer chez lui, classique, rien de bien choquant pour l'instant. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as plein de clients qui le reconnaissent et qui l'insultent. Vous allez me dire, logique, hein, ça arrive pour pas mal de joueurs. Ils n'ont pas performé, ils le reconnaissent, il a marqué contre son camp, ils vont le chambrer. Bref, classique. Non, pas de chance pour lui. T'as 2 narcotrafiquants qui le remarquent et qui le tuent. Et en plus de cela, à chaque fois qu'ils tirent sur lui, avec un gun, hein, là on parle pas de tirer au ballon, on parle de gun. À chaque fois qu'ils tirent sur lui, ils hurlent goal, goal, goal à chaque balle tirée sur le corps d'Escobar. Il décède 45 minutes plus tard à l'hôpital. Il aura droit à des funérailles en grande pompe. Près de 120 000 personnes, 120 000 Colombiens, dont le président colombien de l'époque, César Gaviria, ils vont assister à son enterrement. Aujourd'hui encore, personne ne sait qui l'a tué. Il se dit que l'un des syndicats de jeux d'hasard et des narcos, ils avaient parié de grandes sommes d'argent sur la calife de la Colombie. Évidemment, ils ont pris la haine, hein, ils se sont dit on va se venger sur lui puisqu'il a marqué un contre son camp. Finalement, le procès qui s'est déroulé, parodie de justice, pas de preuves, rien du tout. Donc, pas de coupable. Et quoi qu'il en soit, 1 an après la mort d'Escobar, cette fois-ci de Pablo, Medellín perdait un autre de ses illustres enfants, cette fois-ci non pas Pablo, mais cette fois-ci Andrés. Les 2 Escobar, le bon et le mauvais réunis par la mort. Matías Sindelar. Encore un nom peu cité et peu connu, mais avec une histoire importante. Matías Sindelar. C'est un joueur de football autrichien des années 30, l'un des meilleurs de son époque. Rien de bien choquant, étonnant pour l'instant. Et c'est pas sa qualité de footballeur qui m'a donné envie d'en parler. Alors oui, il était tellement fort que l'Italie de Mussolini à l'époque qui organise la Coupe du Monde, ils ont peur de lui à un tel point qu'ils vont tout faire pour le blesser lors des demi-finales, pour pas qu'il puisse rejouer. Et surtout, on va être honnête, l'arbitrage va flouer l'Autriche, mais c'est un autre sujet. C'est pas le sujet que je veux aborder maintenant. Ce que je veux évoquer, c'est que Sindelar, puisque l'Autriche se fait annexer par l'Allemagne nazie, on revient à une époque très sombre de l'humanité, on veut l'obliger à jouer pour l'Allemagne. Lui fait quoi? Il refuse, tout simplement. L'Allemagne décide alors d'organiser un match Autriche-Allemagne, où tout est fait pour que l'Allemagne remporte le match et montre sa supériorité. Une parodie de football, mais on s'en fout, c'est l'image qui compte. Qu'est-ce qu'il va faire, Sindelar? Durant les 10 dernières minutes, il va inscrire 2 buts. Avant de célébrer à base de petits pads de danse devant les tribunes des dirigeants nazis. Lui, il avait pas peur, hein. Résultat, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'était son dernier match. J'espère qu'il a bien profité, hein. Il a été retrouvé mort chez lui. On n'a pas d'informations sur les conditions de sa mort, mais il y a des historiens qui parlent de la Gestapo comme probable instigateur du meurtre de Sindelar. Togo, Angola. Le Togo ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaque à la mitraillette hier du bus qui transportait en Angola la sélection togolaise a coûté la vie au chauffeur et à 2 membres de l'encadrement. Les condamnations aujourd'hui sont unanimes. Alors personnellement, cette histoire, je m'en rappelle assez bien. Elle est quand même assez récente par rapport à d'autres histoires. Pour ceux qui s'en souviennent pas, le 8 janvier 2010... 2 jours avant le début officiel de la 27e Coupe d'Afrique des Nations organisée en Angola, t'as le bus de la sélection togolaise qui va se faire mitrailler, mitrailler dans la région pétrolifère du Cabinda. L'attaque elle est revendiquée par les forces de libération de l'Est du Cabinda, des rebelles qui se demandent évidemment l'indépendance de cette enclave au nord de l'Angola. Évidemment, c'est un drame. T'as 3 morts, des blessés et surtout un traumatisme énorme pour les joueurs et un pays. Encore aujourd'hui, quand je parle avec un Togolais, il me parle de cette histoire. Je me rappelle d'Adebayor, l'illustre joueur togolais d'Arsenal, de Metz et de bien d'autres clubs comme Monaco. Il expliquait que cette attaque, c'était tout simplement l'une des pires choses jamais traversées dans sa vie. L'équipe togolaise, elle a appelé au boycott de la compétition à la suite de l'attaque, ce qui est totalement légitime. Mais personne ne va les suivre.
le Togo, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Eh bien, ils vont déclarer forfait pour la suite de la compétition. La compétition va continuer comme si de rien n'était. Complètement dingue. Bruno Fernandes de Souza. Bon allez, direction le Brésil cette fois, j'espère que vous êtes prêts. On va parler de Bruno Fernandes de Souza. Donc c'est un gardien de but de l'équipe de Flamengo et d'autres équipes dans les années 2000 au Brésil. Faut savoir que c'est une superstar au Brésil. Bon, j'abuse un petit peu, mais il est quand même connu. Capitaine, champion du Brésil, il a quand même sa petite réputation. Eh bien ce mec-là, il va faire l'objet d'une sombre affaire. On va rentrer quand même dans des affaires assez sombres là. On parle du gardien de but de l'équipe la plus populaire du Brésil. Il est connu, c'est une star, c'est pas un no-name. Bah, j'espère que vous êtes prêts. En 2010, il est arrêté et le 8 mars 2013, il est condamné à 22 ans et 3 mois de prison. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué et dissimulé le corps d'Elisa Samudio, son ex-petite amie, ainsi que la séquestration de son fils. Voilà, quand même sacrée histoire. Il avait même reconnu avoir découpé en morceaux le corps de sa victime avant de jeter le corps au chien. C'est vraiment pas reluisant. L'affaire, elle a évidemment bouleversé tout le Brésil. Le plus dramatique, c'est même pas cela. C'est qu'il a été relâché en février 2017. Ah ouais. Heureusement, 2 mois après, il y a la Cour suprême brésilienne qui va annuler la remise en liberté. Encore heureux. Ils vont ordonner sa réincarcération. Bon, finalement, il va quand même sortir de prison en 2019, même pas 10 ans après avoir assassiné son ex-compagne. Aujourd'hui, il se promène au Brésil normal. Bon, c'est vrai qu'il doit rester pas très loin de sa résidence, mais c'est quand même assez fou qu'un meurtrier, et quand même reconnu comme tel, soit sorti de prison aussi rapidement. On parle quand même de 9 ans après le meurtre qu'il a pu perpétrer, il est déjà sorti de prison et il vit comme si de rien n'était. Le match de la mort. On fait donc un nouveau bond vers la Seconde Guerre mondiale, on est en août 1942, l'Ukraine est occupée par les soldats de l'Allemagne nazie. À Kiev, la capitale ukrainienne, la vie elle reprend peu à peu son cours après une année d'occupation. L'opéra rouvre ses portes, un championnat de football est organisé, de quoi divertir, on va dire, les habitants de cette ville qui subissent depuis des mois la faim, la misère, l'horreur des massacres. Depuis juin 41, t'as les nazis qui terrorisent toute l'Europe. C'est dans ce contexte-là qu'un match de foot va être organisé, et un match important. Le 6 août 41, t'as l'Aflaklef, donc une équipe composée de militaires allemands nazis, qui va affronter le FC Start, qui regroupe principalement des footballeurs ukrainiens. D'ailleurs, ces joueurs-là, ils jouent au Dynamo de Kiev, notamment avant la guerre. Bon, les Ukrainiens, ils vont s'imposer facilement 5-1. Les Allemands, évidemment, ils se sentent humiliés. Ils vont réclamer une revanche. Alors, 3 jours plus tard, tu as un nouveau match qui est organisé entre les deux équipes. À la mi-temps, les nazis préviennent. Si vous gagnez, vous serez tous tués, les mecs. Mais la rencontre, elle devient alors le match de la mort. Une nouvelle fois, les Ukrainiens, ils s'en foutent. Ils gagnent la rencontre. Et là, tu as plusieurs versions qui divergent. Bon, tu as une première version, on va dire, les joueurs du FC Start vont effectivement mourir après le match, ça c'est factuel, mais selon la propagande soviétique, tu as les Ukrainiens qui ont été tués car ils ont humilié les nazis. Ensuite, tu as la propagande allemande qui va dire que c'est faux. Évidemment, question d'image. Bon, les historiens, ils se sont penchés sur la question, sur cette histoire, ils ont pu dénicher la version qui paraît la plus plausible finalement. Bon, une semaine après le deuxième match, eh bien, les joueurs du FC Start, ils affrontaient un autre club ukrainien. Une nouvelle fois dominant, le FC Start, il domine largement, gros score. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs du FC Rouk, qui est donc l'adversaire, l'autre club ukrainien? Eh bien, ils auraient décidé d'aller à la Gestapo se plaindre et dénoncer les joueurs du FC Start. Bah ouais, ils accusent ces derniers d'être des membres du NKVD. C'est quoi le NKVD? Bah, c'est l'organisation des services secrets de l'URSS. Bon, en gros, ils ont perdu un match. Des gros rageux, ils sont allés voir les keufs, donc la Gestapo, et ils ont dit, bon, ces mecs-là, c'est des membres de l'organisation des services secrets de l'URSS. Évidemment, vous connaissez à l'époque la haine des communistes
par les Allemands. Bon, 6 joueurs sont aussitôt arrêtés, 2 autres sont directement tués. Ça a fait un gros bordel. Bon, aujourd'hui, devant le stade encore du Dynamo de Kiev, t'as une statue qui rend hommage à ces joueurs du FC Start assassinés par les nazis par la faute d'autres Ukrainiens. Honduras-Salvador, la guerre des senteurs. Honduras-Salvador, imaginez qu'une guerre soit provoquée à la suite d'un match de foot. Bah écoutez, c'est déjà arrivé. En 1969, comme tous les 4 ans, se jouent les qualifs des équipes de football qui veulent participer à la Coupe du Monde. Le Honduras, le Salvador sont dans le même groupe, donc c'est des pays frontaliers, 2 équipes qui se rencontrent une première fois en juin 69 dans le stade de la capitale hondurienne. Ça commence très mal, les supporters honduriens sont déchaînés et la nuit précédant le match, ils font siège de l'hôtel des joueurs du Salvador avec un seul objectif, les empêcher de dormir. Bon voilà, vous allez me dire, ça arrive encore aujourd'hui, rien d'anormal, il y a plein de supporters qui font ça, surtout en Ligue des Champions. Bon, l'équipe salvadorienne, elle est battue. Les supporters du Salvador, ils vont rendre la monnaie de leurs pièces aux supporters du Honduras lors du match retour. Logique. Match aller, tu déranges nos joueurs. Match retour, nous aussi, on va vous créer des problèmes. Bon, l'équipe du Honduras, cette fois-ci, elle va perdre le match. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Ça va littéralement partir en cacahuète. Et ouais, l'armée du Salvador, elle va attaquer ensuite le Honduras. Une guerre qui va durer 4 jours. Avant que l'organisation des États américains obtienne un cessez-le-feu et le retrait des troupes salvadoriennes. Bon, vous allez me dire, la guerre elle a duré 4 jours, pas trop de morts, etc. Il y a quand même eu entre 3000 et 6000 morts, environ 15 000 blessés et 100 000 Salvadoriens expulsés du Honduras. Le traité de paix, lui, a été signé qu'en 1980, plus de 11 ans après les faits, vous imaginez? Et encore aujourd'hui, cette rivalité entre les 2 pays, elle est toujours aussi présente, surtout lorsqu'ils s'affrontent lors de matchs de football. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire sur la vidéo, sur le format également, si ça vous a plu ou pas, des critiques évidemment constructives. Selon évidemment la réussite ou non et les commentaires, je ferai une partie 2, puisqu'il y a encore énormément d'histoires et côté sombre du football que je n'ai pas encore traité. Donc dites-moi tout cela en commentaire et on verra bien si dans les prochaines semaines une partie 2 sort. Bon, je vous remercie, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.